Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence managériale. Vous étiez très nombreux la semaine dernière pour écouter Frédéric Bonneton venu nous parler des pièges de négo, comment les éviter pour remporter toutes les négociations importantes. C'était une discussion absolument passionnante. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et aujourd'hui, nous avons un sujet qui fait souvent l'actualité avec les crises que l'on voit dans le retail, avec 24 boutiques CA qui vont fermer, redressement judiciaire de Casa, 11 fermetures immédiates de Jiffy, une vague de cessions chez Auchan. Le retail est en difficulté, mais certains secteurs sont encore très dynamiques. Nous allons parler plus particulièrement des réseaux de franchise et pour ça, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'expert en la matière qui vient de publier L'art de manager un réseau de franchise, Sylvain Bartholomeu. Bonjour Sylvain, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Ravi d'être là également, bonjour. Peut-être que, Paul-Henri, tu peux nous dresser le portrait de notre invité du jour. Bonjour Monsieur Bartholomeu et bienvenue sur notre plateau. Vous êtes président de Franchise Management, l'un des cabinets leaders en France dans le conseil en création, développement et pilotage de réseaux de franchise. Depuis plus de 20 ans, vous accompagnez les dirigeants d'enseignes de tout secteur de la structuration, la croissance, la transformation de leur réseau avec une conviction forte. Le succès d'une franchise se construit avant tout sur la qualité du lien humain et la cohésion entre partenaires. Formé à la stratégie et au management, vous avez mené plus de 150 missions de conseil auprès de franchiseurs des startups ambitieuses jusqu'à de grandes marques internationales pour les aider à bâtir leur réseau de performants et durables. Vous êtes également conférencier et formateur, membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise et enseignant à l'Université de Haute-Alsace à l'IAE de Lyon, où vous transmettez votre savoir-faire à la nouvelle génération de dirigeants. Vous engagez la filière vous vous engagez dans la filière. Vous avez valu la distinction du ruban d'argent de la franchise en 2021, saluant votre contribution majeure à la profession. À travers votre intervention et vos ouvrages, vous défendez une vision exigeante et profondément humaine du management, celle d'un leadership collectif fondé sur la confiance, la responsabilité partagée et l'intelligence du réseau. En 2025, vous publiez L'art de manager un réseau de franchise, stratégie et secrets de réussite aux éditions Puy Fleury, un livre de référence qui synthétise 20 années d'expérience et les clés pour faire grandir un réseau au-delà de sa phase de lancement. Vous y partagez une idée forte, penser collectif avant de penser développement, rappelant qu'un grand nombre des défis d'un réseau sont d'abord humains avant d'être économiques. La communauté des masterclass de l'excellence managériale est honorée de vous accueillir aujourd'hui pour explorer avec vous les leviers qui permettent de bâtir des organisations collectives solides, performantes et pérennes. Alors merci d'être là avec nous aujourd'hui. Sylvain, la franchise, c'est un peu plus de 2000 réseaux, c'est 90 000 points de vente, 88 milliards de chiffre d'affaires en France. Donc c'est une part importante de l'économie et le rêve de beaucoup d'entrepreneurs et peut-être le rêve de certains entrepreneurs ou dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui. Un article récent de la presse spécialisée disait devenir franchisé en 2025, avec un jeu de mots, ce n'est plus une franchise automatique vers la réussite. Tu as maintenant accompagné des dizaines et des dizaines de franchiseurs dans leur parcours, dans leur mise en œuvre, dans leur restructuration parfois. Qu'est-ce qui fait en un mot, en une phrase, qu'est-ce qui fait qu'un réseau de franchise connaît le succès? Un mot. Si j'avais un mot, un seul mot qui caractérise le point commun qui fait que des réseaux vont fonctionner durablement, c'est l'humilité. Parce qu'en fait, la relation franchiseur-franchisé, c'est une relation qui est forcément instable, qui se construit avec le temps, où il va y avoir des périodes économiques fastes, des périodes économiques plus complexes. Et en fait, ce qui va faire qu'on va réussir durablement, c'est cette capacité à se remettre en question au fil du cycle de vie du franchisé, de son évolution, et au fil aussi du cycle de vie de son réseau.
Quand je dis humilité, c'est l'humilité du franchiseur, sa capacité à se remettre en question, à déléguer, à passer d'un management qui est au départ plus vertical, plus descendant, à un management qui va devenir plus horizontal quand les franchisés vont monter en compétences. Donc ce terme humilité, je pense qu'il est très important. Tu dis que la culture partagée, c'est le socle du réseau. Est-ce que tu as un exemple concret d'un réseau qui a réussi à se transformer en travaillant sur sa culture? Oui, il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples et il y a un moment qui est très fort en fait dans les réseaux, c'est ce qu'on appelle les séminaires ou les conventions, où on se retrouve en fait entre patrons et où là, par des ateliers, par des phases de réflexion, par des phases de challenge en fait, les idées émergent en fait. Donc la transformation, elle est forcément collective et on la trouve souvent dans ces moments-là. Moi, quand j'arrive dans des conventions réseau, dans les quelques premières secondes, quand on rentre dans la salle, on sent l'énergie. Il y a même pas besoin d'écouter. On sait si ça va bien se passer, si on est dans une attitude collective qui est de construire ensemble ou si on est plutôt dans des phases, d'opposition, en fait. Donc je crois beaucoup, en fait, à ces échanges entre patrons, heu, qui, en partageant les problèmes, font émerger, en fait, des solutions. Tu dis que les enjeux humains sont plus importants que les chiffres. Comment concrètement, quand on construit un réseau de franchisés, on peut s'assurer que les bases de la communication et de la confiance sont là? En prenant le temps. En prenant le temps, et en ayant des convictions très fortes aussi. Heu, Quand je suis franchiseur et que je souhaite développer un réseau, faut être très clair, sur les personnes que j'ai envie d'embarquer dans l'aventure entrepreneuriale et sur les personnes que je ne veux pas embarquer dans l'aventure entrepreneuriale. Et malheureusement, dans le lancement d'un réseau, des fois, on fait preuve d'un peu d'excès d'opportunisme parce que, bah, l'entrepreneur, il est ambitieux, il veut aller vite, il voit qu'il y a des concurrents à côté, il a peur de se faire prendre le marché. Donc en fait, il va avoir tendance à transiger ou à pas suffisamment définir les critères qui vont conditionner l'entrée dans le réseau, en fait. Quelles sont les personnes qui vont porter, le maillot que j'ai conçu, moi franchiseur? Quelles sont les qualités qui font que je vais le porter fièrement et le mettre en avant et le valoriser? Et ça, c'est des clés qui sont vraiment essentielles et qui font que à terme, en fait, il y a un lien humain fort qui se construit, en fait, dans le réseau. Toute la difficulté, c'est de créer, en fait, les temps d'échange entre, franchiseurs et franchisés sont peu fréquents. Faut dire ce qui est, chaque franchisé est sur le terrain, même si maintenant avec, le digital, on peut plus échanger, mais ces temps où on prend conscience qu'on fait partie d'un collectif, ils sont peu présents. Ce qui suppose qu'on ait des personnes qui soient vraiment, alignées avec nos valeurs, en fait, initiales. Ça, c'est extrêmement important. Donc prendre le temps dans la phase de recrutement, c'est essentiel. Malheureusement, je vois trop de franchiseurs, surtout dans des périodes où l'appétence à l'entrepreneuriat est un peu plus faible, parce que le contexte économique, politique et cetera n'incite pas à l'entrepreneuriat. On a tendance à transiger un peu sur les qualités attendues, à regarder uniquement des critères d'éligibilité qui sont financiers, qui sont de compétences techniques, alors que, c'est les savoir-être qui font que on va créer une belle aventure commune, en fait. C'est une des 6 sources de conflits que tu analyses dans ton bouquin, le Exactement, recrutement, les critères non négociables exactement. sur le recrutement. Quand tu observes des réseaux sur le terrain, quels sont les écueils humains, managériaux que tu observes? Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y a effectivement, le défaut dans le process de recrutement, hein, dont on vient de parler. Heu, il y a aussi 2 éléments que je pourrais citer qui sont très importants. Le premier élément, c'est, d'adopter et de conserver un management qui est descendant. Se dire: «Moi, franchiseur, je suis maître de la stratégie, je suis maître de la marque». Oui, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas consulter les franchisés et que parfois, des franchisés historiques, anciens, qui maîtrisent bien le savoir-faire, ont pas des meilleures idées que moi. Et donc ça, c'est vraiment important, de savoir, en fait, d'apprendre à collecter, d'apprendre à travailler en collectif pour essayer de trouver des solutions collectives. Quand j'ai un réseau de franchise avec, 50 franchisés, j'ai 51 patrons qui sont concernés par les clients, qui connaissent le métier, qui connaissent l'activité.
Et ça, c'est extrêmement important parce que vous avez 51 cerveaux autour de la table qui vont réfléchir à la même chose. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième point que je constate dans les réseaux qui sont fortement développés, c'est de laisser seuls les animatrices et les animateurs de réseau. C'est eux qui font le lien entre le siège et le terrain, mais ils doivent être soutenus par le siège et les équipes, les services cross, et par le terrain. Et en fait, on constate quand les réseaux se développent un éloignement des équipes du siège des problématiques des franchisés. On ne va pas assez voir les franchisés. On passe pas assez de temps auprès d'eux. On ne comprend pas bien leurs problématiques et on a tendance à réfléchir à des solutions qui sont décorrélées en fait des problématiques d'une TPE. La plupart des réseaux de franchise, c'est des commerçants, c'est des TPE, des petites PME. En fait, toutes les solutions apportées doivent être très pratico-pratiques. Et on se dit finalement l'assistance, c'est le rôle des équipes d'animation. Alors que ces équipes d'animation qui sont sur le terrain au quotidien, qui vivent avec les franchisés le stress des franchisés, doivent avoir beaucoup de soutien, beaucoup d'aide, le sentiment d'être entraînés par les équipes du siège. Donc ça, c'est vraiment 2 écueils que je vois dans le management de réseau. J'ai imaginé un concept extraordinaire, j'ai défini le profil idéal de mon franchisé, je suis intransigeant sur les critères que je me suis fixés. Mon réseau commence à prendre de l'ampleur. Mmh. Hem, Quelles sont les crises de croissance qu'on va observer, dans cette phase de développement, assez rapide avec, le levier finalement, que constitue la franchise, de pouvoir accélérer rapidement parce qu'on peut installer, potentiellement, plusieurs dizaines de points de vente simultanément? Alors, si je reprends ce que tu viens de définir, j'arrive généralement au moment où mes franchisés ont en moyenne un peu moins de 2 ans, mais en fait sont installés, commencent à performer sur le plan économique et je me dis: «Ça y est, c'est fait, je suis franchiseur». Et c'est là où arrive un peu l'excès de confiance du franchiseur qui va relâcher, les critères et qui va oublier qu'il faut rester systématiquement dans l'anticipation. Je dois garder un temps d'avance sur mes franchisés. Je dois, construire et structurer mon réseau pour rester maître du jeu. Dialoguer, trouver les solutions ensemble ne veut pas dire avoir un leader fort. Il faut un leader fort dans un réseau. Le leader fort dans le réseau, celui qui, quand les choses se passent mal, va devoir trancher, orienter les choses, ça reste le franchiseur, propriétaire de la marque et du concept. Donc à un moment donné, c'est ce que je mets notamment dans le livre, c'est qu'il faut savoir rester maître du jeu. Rester maître du jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire structurer sa tête de réseau pour qu'elle soit pourvoyeuse d'une vraie valeur ajoutée à ses franchisés. C'est essentiel. Je suis franchisé, je suis chef d'entreprise indépendant, je peux décider en fin de contrat de ne pas renouveler et de continuer à exercer seul. Je suis libre à la fin de mon contrat, en respectant les exigences contractuelles. Donc l'enjeu, c'est que moi, franchiseur, je sois source durablement d'avantages concurrentiels. Ça veut dire qu'une tête de réseau doit se remettre en question systématiquement. Et je reprends souvent cette phrase auprès des enseignes que j'accompagne. Le métier de franchiseur est simple. Je dois fournir le meilleur service au meilleur prix. C'est ça mon métier. Parfois, dans des phases de développement, on se relâche, on investit beaucoup sur le développement, on désengage un peu sur l'assistance, on oublie de challenger, de structurer l'assistance. Et à la fin, on se rend compte que les franchisés se disent mais pourquoi j'adhère à cette marque? Qu'est-ce qu'elle m'apporte réellement? Donc la structuration au fil de l'eau est importante. Donc si je reprends le stade où je commence à être en confiance, c'est là où au contraire il faut renforcer en fait la structure prestatrice de service, renforcer l'assistance, renforcer l'animation, parce que en fait c'est là que d'autres problèmes vont apparaître dans la relation avec les franchisés, chez les franchisés eux-mêmes. Les premières difficultés aussi peuvent apparaître. C'est là où le consommateur aussi peut commencer à se lasser du concept. Donc il va falloir réinvestir, réengager. Donc ce temps d'avance, cette anticipation permanente, elle est essentielle, elle est constitutive des réseaux qui durent en fait quelque part. On revient à ton concept d'humilité du départ, Oui. toujours se remettre en cause, qu'est-ce qui fait, la valeur ajoutée d'une tête de réseau? Alors la valeur ajoutée d'une tête de réseau, elle est, je pense sur plusieurs éléments. Premier élément, heu, c'est
tous les services ou toutes les actions que je vais pouvoir mettre au bénéfice des franchisés pour leur simplifier la vie. Ça, en fait, c'est les supports, les soutiens, les éléments constitutifs du métier. Par exemple, vous mettez en place un call center pour faciliter la vie des franchisés et leur permettre de ne pas avoir à traiter l'accueil téléphonique. Donc, c'est un élément simple, tangible, essentiel. Vous mettez en place des community managers au siège pour vous aider à traiter les réseaux sociaux, les réponses aux avis, etc. Donc ça, c'est les mécanismes d'avantage concurrentiel, les services que j'apporte qui justifient des royalties et des redevances. Il y a un deuxième point, c'est l'analyse comparative. La force d'un réseau, c'est qu'on fait tous la même chose à des endroits différents sans être concurrents. Donc quand on compare nos performances, quand on compare nos datas et quand on compare nos chiffres, ça nous permet de nous remettre en question. Un franchisé qui va constater que sur une zone à peu près comparable, avec un franchisé qui a à peu près la même structure d'établissement, fait sur des indicateurs de marge ou de BE moins que son homologue, va commencer à pouvoir se poser des questions. La comparaison, l'analyse comparative permet de définir des plans d'action et permet à chacun de s'améliorer. Ça, c'est le deuxième angle. Et le troisième angle, c'est l'émotionnel, en fait. La gestion des émotions. Je pense que tu le sais comme moi, être entrepreneur, c'est quand même un ascenseur émotionnel. Je confirme. On passe par des hauts et des bas. Il faut pas allumer la télévision et les chaînes d'infos le soir quand on rentre à la maison, parce que sinon, on va passer une mauvaise nuit. Les franchisés sont tous concernés par ça, en fait. Et la force d'un réseau, c'est qu'on est collectivement concernés par ça, avec un soutien qui est la tête de réseau. Et ce soutien-là, émotionnel, de prise de hauteur, de prise de recul, de rationaliser quelque part, prendre de la distance par rapport à l'instant présent, être accompagné dans des gestions de crise, c'est, je pense, la première raison pour laquelle les franchisés restent longtemps dans un réseau. L'avantage concurrentiel, c'est important, mais quelque part, c'est mécanique. L'analyse comparative, quand on est sur un lien de confiance fort, on le met en œuvre, mais le soutien émotionnel, le fait de faire partie d'une communauté, de pouvoir échanger avec des franchisés, c'est extrêmement important. On reviendra sur cet aspect de leadership. J'aimerais parler un peu d'analyse comparative. Les franchisés, ils acceptent de partager toute leur data avec le réseau, avec les autres franchisés? Alors, c'est intéressant parce que l'an dernier, on a lancé avec Franchise Expo Paris et avec le soutien de la Fédération française de la franchise, une enquête auprès des candidats. Donc, qui ne sont pas encore franchisés. Et notamment, dans les questions, on leur pose la question de savoir s'ils seraient enclins à transmettre leur liasse fiscale, leurs éléments comptables. Avec oui, c'est normal ou c'est absolument indispensable. 95% disent c'est absolument indispensable. Ça veut dire que le candidat à la franchise, avant d'être franchisé, comprend l'intérêt de l'analyse comparative. Après, quand on vit dans les réseaux, il y a un jeu qui se met en place, il y a des mécanismes de défiance, il peut y avoir des frustrations qui freinent cette analyse comparative. Donc, il faut la défendre au quotidien. Et moi, je vois dans les réseaux, les équipes d'animation vont revoir les franchisés en rappelant le sens, pourquoi c'est important, et ont des difficultés à collecter les éléments. Mais pour autant, quand on y arrive, et quand derrière on apporte le service utile pour pouvoir se remettre en question, se challenger, c'est essentiel et c'est important. Mais c'est une difficulté considérable dans les réseaux que de remettre en mouvement et de remettre le sens derrière ces exigences-là, en fait. On peut le mettre dans les règles du réseau? Bien Ça sûr, peut être une obligation ou pas? Ah oui, oui, c'est souvent indiqué dans le contrat comme une obligation contractuelle. D'accord. Mais entre ce qui est indiqué en contrat et puis ce qu'on veut défendre et ce qu'on arrive à défendre, c'est parfois compliqué. Et puis, il y a des réseaux où les mécanismes de transparence sont très forts et où voilà, la collecte, elle se fait facilement, tout simplement parce que le franchiseur, lui aussi, est transparent. Oui. Ça nous ramène à l'exemplarité du leader. La transparence, elle peut pas aller dans un seul sens. Elle doit aller quelque part dans les deux sens. C'est pour ça que moi je parle dans l'analyse comparative de transparence relative. Faut pas une transparence absolue.
le franchisé a le droit aussi, dans sa gestion d'entreprise, d'avoir ses mécanismes à lui, personnels, sa gestion patrimoniale, c'est sa zone à lui, au même titre que le franchiseur a sa propre zone. On est des entrepreneurs. Mais sur ce qui concerne notre relation commune, là, on doit être très transparent. Quel usage je fais des redevances? Comment je les alloue? Comment je vais structurer et quelle stratégie je vais mettre en œuvre pour structurer ma tête de réseau demain et après-demain. Et ça doit faire l'objet d'actes de transparence vis-à-vis des franchisés. Et vice-versa, je transmets mes informations sur l'utilisation du savoir-faire, la mise en œuvre du concept, de manière à ce que les autres franchisés puissent en bénéficier et que moi-même, je puisse bénéficier de cette analyse comparative. Tu parles de transparence, mais aussi dans ton bouquin, tu parles de la boîte noire, Oui, qui est un des éléments clés du succès d'une tête de réseau. Est-ce que tu oui. peux nous décrire ce qu'il y a dans cette boîte noire et à quoi ça correspond? La boîte noire, c'est tous ces mécanismes d'avantage concurrentiel et de simplification du métier que je vais mettre au bénéfice des franchisés. Pourquoi c'est important? Parce que c'est inévitable dans un réseau qu'une partie des franchisés s'interroge sur l'intérêt de rester. Quand ils se posent la question de savoir s'ils vont rester ou pas, il faut que la tête de réseau soit forte. Et la force de la tête de réseau, c'est l'avantage concurrentiel qu'elle apporte. C'est des outils IT, c'est des outils marketing, c'est des outils qui permettent de mettre en dynamique le réseau et de favoriser le partage d'expériences. C'est des outils qui simplifient la vie au quotidien des franchisés dans la gestion de leur entreprise. Ça veut dire que je deviens un super commerçant ou un super chef d'entreprise en local parce que je bénéficie de cette force de frappe de la tête de réseau. Cette boîte noire, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on la pose dès le départ de la construction d'un réseau, évidemment, ça va impacter le contrat, ça va impacter la répartition des rôles et ça va donner, en fait, aux franchiseurs et aux franchisés des rôles clairs et des fonctions claires dans le dispositif. Quand on ne l'a pas anticipé, ben on se retrouve dans un système un peu chaotique, un capharnaüm où vous avez des franchisés qui font un peu tout et des franchiseurs qui se disent ben non, ça faudrait le centraliser. Mais derrière, comme les premiers franchisés l'ont déjà mis en œuvre, c'est trop tard en fait. Donc la constitution de la boîte noire, c'est clé et c'est stratégique dans la structuration d'un réseau. Cette boîte noire, elle peut être, comme tu dis, en concurrence avec des initiatives qui ont été prises par des franchisés qui se sont développés. Si on prend les différents stades du développement d'un Bien réseau, sûr. il y a des franchisés particulièrement efficaces, engagés, dynamiques, qui vont ouvrir 3, 4, éventuellement ouvrir une master franchise et qui peuvent maintenant peser lourd dans l'équation et l'équilibre des pouvoirs au sein d'un réseau. Oui. Qu'est-ce que tu as observé dans cet équilibre et quelles sont les bonnes pratiques pour conserver une bonne gouvernance du réseau? Alors pour conserver une bonne gouvernance du réseau, premier élément, est toujours plus fort que le plus fort de ses franchisés. C'est clé. Ça veut dire quoi? Être plus fort, se dire avoir ses propres franchises? Exactement. Petit 1, c'est d'avoir ses propres établissements. Heu, j'ai vu des réseaux, de franchises, suite à l'entrée d'un fonds d'investissement, par exemple, qui ont décidé, pour des raisons mathématiques, arithmétiques, de céder une énorme partie de leur parc en propre. Résultat, quand vous allez sur le terrain et vous discutez avec les franchisés, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent: «Le franchiseur a perdu toute crédibilité, toute légitimité». Un franchiseur doit être un entrepreneur comme les franchisés et idéalement, ça doit être le plus gros ou un des plus gros franchisés. Parce que c'est ça aussi qui donne la valeur de l'exemplarité et c'est ce qui permet au siège de rester connecté aux problématiques du terrain. Ça, c'est extrêmement important. Donc ce rapport de force fait qu'on va pouvoir continuer à gouverner durablement le réseau, en fait. Quand on allège son parc d'établissements propres, on s'éloigne quelque part des problématiques des franchisés au quotidien. Ça, c'est un premier point important. L'autre point important, c'est de faire attention effectivement à ces phénomènes d'aspiration où il y a des franchisés qui, par parfois la chance, je me suis implanté sur un top emplacement et ça cartonne, vont avoir en fait la possibilité d'ouvrir plusieurs points de vente. Et on peut aller, pour des raisons de développement, un peu trop vite, en cadence, sans mettre en place des mécanismes de réciprocité. Tu respectes ton contrat, tu t'impliques dans la vie du réseau, tu peux ouvrir un deuxième et un troisième point de vente. Et on se retrouve dans des effets en fait de baronnie, où on a des franchisés très très forts. J'ai vécu des conventions où la salle était pleine, moins 2 places à l'avant.
Et on sait que ces 2 places qui ont été réservées par les personnes qui sont à gauche et à droite sont les places des barons, qui vont arriver en retard volontairement pour marquer le coup et qui sont là pour, quelque part, dans un état d'esprit, pas constructif, mais pour défier le franchiseur, en fait. Voire parfois pour créer un réseau concurrent. Voilà. Donc, c'est important de rester maître du jeu et donc maître des équilibres. Moi, franchiseur, je dois avoir des établissements propres, je dois avoir une base en propre qui me permet de prendre des décisions aussi lourdes, parfois qui vont en contradiction avec des intérêts individuels de certains franchisés. Et ensuite, je dois faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre qui me permette de défendre l'équité dans la vie du réseau. De ne pas me retrouver percuté par des franchisés qui veulent négocier les redevances parce qu'ils pèsent 30, 40, 50% du chiffre d'affaires cumulé réseau. Et là, je suis face à une situation très difficile, je suis coincé, en fait. Donc ça suppose, dans le développement, de garder ces équilibres-là, quitte à parfois réduire ses objectifs ou ses intentions de développement. Est-ce que tu peux nous donner, pour ceux qui connaissent pas très bien les réseaux de franchise, la taille d'un réseau sur ces 2000 réseaux? C'est Oui, quoi les plus gros réseaux de franchise en France? Ils font combien de points de vente? Avec quelques exemples, voilà. Est-ce que tu peux nous illustrer un peu ce que c'est qu'un réseau de franchise? oui, alors il y a de la franchise dans tous les secteurs d'activité, hein, déjà. Il faut se dire que en tant que consommateur, vous passerez ou vous êtes passé et vous êtes sûr de passer nécessairement dans un réseau de franchise en le sachant ou sans le savoir. Donc il y a du retail, il y a de la restauration, il y a du service à la personne, il y a du service à domicile, il y a de la réparation rapide automobile, Du fitness? du fitness, des soins, de l'esthétique, y compris du funéraire. Voilà, j'ai tendance à dire des fois que j'ai fait de la puériculture et que j'ai fait du funéraire. Donc en fait, j'ai vu tout le cycle de vie d'un consommateur et d'un citoyen lambda à travers la franchise. Après, la taille d'un réseau, c'est en moyenne une quarantaine, 40 à 50 unités. Donc, c'est pas forcément des gros réseaux. Et après, il y a des très gros réseaux qui passent le cap des 100, des 200, voire plusieurs milliers de points de vente, avec une ou plusieurs marques, des marques qu'on connaît dans la coiffure, dans la restauration rapide, qui peuvent être composées de 400, 500, 1000 unités en France, et voire plusieurs dizaines de milliers d'unités dans le monde. Donc, il y a vraiment toute taille d'organisation. Il y a une taille moyenne de réseau en France qui est d'une quarantaine, une cinquantaine. Ça veut dire qu'il y a encore des jeunes réseaux qui émergent Mmh. ou des réseaux régionaux qui sont organisés sous forme de franchise. Et il y a vraiment tous les secteurs d'activité. Voilà. J'étais il y a pas longtemps dans du portage de repas à domicile pour personnes âgées. Donc c'est pour dire que en fait la franchise touche à toute typologie de services. Dans les entreprises, il y a des seuils qui sont importants, notamment le seuil de 50 personnes, ils sont des seuils sociaux, et cetera. Dans les réseaux de franchise, quels sont les seuils, dans la croissance qui marquent une transformation, un changement, notamment en termes de leadership? Alors, il y a la phase de lancement qui est souvent critique en fait pour les réseaux, jusqu'au cap des 20-30 unités. Parce que c'est là en fait où la tête de réseau n'est pas structurellement, n'a pas les moyens en fait structurellement pour pouvoir fournir une animation très organisée, très structurée. Le volume de redevances est insuffisant pour satisfaire les ambitions du franchiseur. Souvent, ça c'est un vrai sujet. C'est pour ça que notamment, il y a des sujets de financement et c'est pour ça que chez Franchise Management, on a créé une filiale qui s'appelle FM Lending, qui est spécialisée dans le financement des réseaux, en fait. Parce que c'est une vraie problématique, heu, compte tenu aussi du contexte, du marché qui est de plus en plus concurrentiel avec des acteurs, franchiseurs qui, ciblent les candidats et qui sont, en concurrence sur ces candidats-là. Donc il y a ce premier stade. Il y a le stade des 35-50 où on va passer en fait, d'une organisation très paternaliste, familiale, à, une nécessité de structurer le réseau. Et donc là, en fait, on va structurer un siège, intégrer, des équipes, d'animation, des équipes de développement, des services supports, en soutien, des franchisés. Et là, ça doit permettre de passer, d'atteindre ce cap des 100
où là, d'autres problématiques de financement se posent, d'autres problématiques de structuration se posent. Et souvent, comme la plupart des réseaux sont créés par les initiateurs de concepts, c'est vraiment une spécificité dans la franchise. Les franchiseurs, c'est souvent des personnes qui ont été en fait ce que deviennent les franchisés après. À la différence qu'ils ont créé un concept, un savoir-faire, une marque. Cette phase qui peut aller très vite, les challenge et les remet en question fortement. Donc, on arrive souvent sur des réseaux qui ont atteint les 70-80 unités à des nécessités de constituer une vraie gouvernance, en fait, en soutien du créateur, du concept, qui peut rester sur la vision, sur l'incarnation, mais qui, sur les autres sujets, vont avoir besoin de professionnaliser. Donc un nouveau management, une Un nouvelle nouveau équipe de management, ouais. souvent. Exactement, exactement. Et puis, parfois, des nécessités de diversifier, de créer d'autres marques. Donc, pour pouvoir apporter aussi aux franchisés la possibilité de se diversifier eux. Voilà, de pas être mono-enseigne avec le franchiseur, mais d'avoir la possibilité de souscrire à plusieurs marques différentes qui créent des synergies en local. J'ai un même territoire. Exactement, exactement. Alors j'aimerais qu'on parle un peu de leadership maintenant. Et tu mentionnes quelqu'un que j'admire beaucoup qui s'appelle Michel Menu, qui est un ancien résistant, qui est un des pères du scoutisme en France. C'est pas du tout l'inventeur du scoutisme, c'est Baden-Powell, mais il a redonné au scoutisme toutes ces lettres de noblesse après la guerre. Et il cite dans un ouvrage qu'il a publié en 55 qui s'appelle Être chef, un petit texte que j'aimerais lire, que tu cites dans ton livre. Si tu veux être chef un jour, pense à ceux qui te seront confiés. Si tu ralentis, ils s'arrêtent. Si tu faiblis, ils flanchent. Si tu t'assieds, ils se couchent. Si tu critiques, ils démolissent. Mais si tu marches devant, ils te dépasseront. Si tu donnes la main, ils te donneront leur peau. Et si tu pries, alors ils seront des saints. Voilà, c'est un très très bel ouvrage. Alors Michel Menu, c'est aussi celui qui a créé les GOOM, qui sont des raids en autonomie dans le Larzac, où on jeûne quasiment pendant 8 jours, qui a eu beaucoup de succès dans les années 70, qui se font encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'inspire dans ce texte de Michel Menu? Il y a deux choses. C'est déjà que le positif donne du positif. Et ça nous ramène à la notion de gestion des émotions, en fait, dans les réseaux. C'est extrêmement important. Quand on a un franchiseur qui est et des équipes en fait de têtes de réseau qui sont concernées, qui ont la vocation de la réussite du réseau, qui sont engagés derrière, ça génère de l'énergie positive. C'est toute la logique de l'intelligence émotionnelle, c'est que quand vous avez de l'énergie positive diffusée par des personnes, ça rejaillit en fait sur le groupe. Donc ça, c'est une responsabilité du franchiseur. C'est pour ça que j'ai mis ce petit texte que je trouve extrêmement puissant, c'est l'impact du négatif fois 1000 sur les franchisés et l'impact du positif fois 1000 sur le réseau et sur les franchisés. Ça veut dire que c'est un devoir pour le franchiseur d'être dans des bonnes dispositions et d'être un diffuseur d'énergie positive. Ça, c'est un point extrêmement important. Ça nous ramène à un deuxième défi qui est l'écologie personnelle. On sait très bien que l'entrepreneuriat, ça challenge. On sait très bien que l'entrepreneuriat, ça brasse. Et que parfois, on a envie de décharger ce stress. Il est absolument essentiel que les franchiseurs se préservent, se fassent accompagner, soient mentorés, développent et travaillent durablement leur écologie personnelle parce que ils sont scrutés, regardés en permanence par les franchisés du réseau. Et ça va avoir un impact sur l'état d'esprit dans lequel sont les franchisés, en fait. Donc ça, c'est un devoir, et c'est un devoir sur les équipes de management aussi, d'animation, etc. Moi, actuellement, quand je vais dans les réseaux, je vois des équipes d'animation qui sont rincées. Et derrière, quand vous allez voir les franchisés, c'est x10. Donc en fait, cette écologie, pour qu'on soit dans une bonne disposition pour pouvoir insuffler de l'énergie positive aux franchisés. Alors l'énergie positive, c'est pas du BA, hein, c'est pas se dire tout va bien, hein, c'est l'énergie positive, mais la lucidité derrière, évidemment. C'est essentiel, en fait. Et c'est ce qui crée aussi ce lien. Il y a une logique, en fait,
un peu familial en fait dans un réseau. On est dans cette communauté, on porte le même maillot, il y a une fierté d'appartenance qu'il faut développer, et c'est un peu ce qui va nous protéger en fait de l'extérieur, ce qui va nous permettre de réussir notre aventure entrepreneuriale quand on est côté franchisé. Quelle qualité spécifique de leadership il faut développer en tant que franchiseur par rapport à un patron de PME ou de TI? Qu'est-ce qu'il faut avoir qui fait qu'on va être un bon patron de franchise? Alors, alors évidemment, mais ça touche tous les entrepreneurs, il y a la notion de résilience qui est extrêmement importante. Je pense qu'il faut de l'empathie. Il faut de l'empathie parce qu'en fait, il y a une dimension un peu altruiste quand on crée un réseau de franchise, c'est de permettre à des personnes de devenir aussi patrons. Donc cette logique altruiste de transmettre, de transmission, elle est extrêmement importante. Je pense que l'empathie, c'est un point qui est important. Il y a un autre point important qui est la capacité à incarner. Il faut incarner en fait, vous incarnez en fait un réseau, vous incarnez un collectif d'entrepreneurs, et donc être capable de représenter la marque, se mettre en scène, se mettre en avant, embarquer en fait des salariés en reconversion. Hein. 3/4 des franchisés sont des salariés qui vont aller vers l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà, je travaille C'est pas des anciens entrepreneurs. Non, c'est pas des anciens entrepreneurs, c'est typiquement des salariés, des managers, des dirigeants. Moi, je me souviens, il y a quelques années, d'un franchisé, j'étais allé à l'inauguration et il y avait une telle émotion qu'il y avait les larmes quand il voyait ses clients en fait rentrer dans le magasin, et il me racontait qu'un matin, il allait à son travail à La Défense et qu'il est resté devant la tour bloqué, burn-out, il pouvait pas rentrer. Il est rentré chez lui et il s'est dit: «Qu'est-ce que je veux faire de ma vie en fait?» Et il dit: «Je passais des heures et des heures à monter des projets qui derrière, sur un revers de main de la direction, étaient abandonnés, et j'en pouvais plus.» Et je me rappelais que quand j'étais gamin, j'adorais le commerce, voilà, je faisais des faux commerces, et cetera dans ma chambre, et je me suis dit: «Bah, c'est ce qu'il faut que je fasse demain.» Donc il était ravi de voir des clients, de voir ses équipes, et cetera. Il y avait cette énergie très belle et très concrète, en fait. Donc c'est beaucoup des salariés, en fait. Beaucoup des salariés, massivement. Ça veut dire que ma conviction de franchiseur, c'est, de créer un outil de reconversion. C'est ça la franchise, en fait, hein. C'est aider des salariés à réaliser leur rêve entrepreneurial, en mettant en place un mécanisme qui va les aider à se reconvertir et à réussir cette aventure entrepreneuriale. C'est une lourde responsabilité, hein, parce que quand ça marche pas, c'est, derrière, c'est très compliqué, c'est un échec. Donc il faut apprendre aussi, parce que ça peut pas marcher à 100% l'entrepreneuriat, mettre en place ces dispositifs d'accompagnement pour pouvoir permettre aux peu de franchisés qui ne fonctionneront pas, que ça, qu'on sorte par le haut, par un rachat, et ça nous ramène à la gestion des équilibres. Si je n'ai pas de succursale, si je ne gère pas d'établissement, si je ne sais plus opérer le métier de franchisé, comment je vais faire pour aider ces franchisés à sortir en fait convenablement? Si je suis pas en position de force, si j'ai pas des actifs solides derrière moi, comment je vais faire pour les aider à sortir convenablement? Voilà. Il faut rappeler qu'il y a une étude qui a été faite par l'INSEE là-dessus, qui montre que l'entrepreneuriat en réseau est beaucoup plus performant que l'entrepreneuriat isolé, hein. La pérennité des entreprises à 5 ans, heu, en règle générale, c'est 54%, Mmh. et c'est 75% dans le cas des logiques réseau, quelles qu'elles soient, y compris la franchise. Oui. Donc c'est majoritairement des réussites, mais ça nous rappelle que l'engagement moral du franchiseur est très fort au moment de la décision et au moment de l'accompagnement, parce que il faut que ça marche, en fait. Donc les qualités pour être un franchiseur, c'est l'humilité, c'est l'empathie, Ouais, c'est l'écologie personnelle, la capacité de rayonner cette énergie positive au sein du réseau. Tu as dit tout à l'heure qu'il fallait être intransigeant sur les critères de sélection des franchisés, oui, donc de ces employés qui veulent, devenir entrepreneurs. exactement. Quels sont, ces critères, les critères principaux? Alors ils dépendent peut-être des industries, mais est-ce que, il y a
un tronc commun de qualité qu'il faut avoir ou qu'il faut rechercher chez un candidat franchise? Alors, on il y a évidemment des qualités entrepreneuriales parce qu'on va devenir patron. Un franchisé, c'est un patron. C'est un patron. La seule différence qu'il y a entre un commerçant isolé et un commerçant en réseau, c'est le fait que le commerçant en réseau doit respecter des principes liés à la marque, au concept, au savoir-faire, au contrat. Pour le reste, ça reste un chef d'entreprise. Donc c'est lui qui décide, c'est lui qui tranche en conformité avec le cadre contractuel, dans lequel il s'est engagé. Mais c'est un patron comme un autre. Donc ça veut dire que les qualités entrepreneuriales doivent conditionner la décision. Mais il y a un autre élément, c'est ce que je l'appelle la capacité à faire des compromis. C'est vivre en réseau. Et il y a des super joueurs de sport individuels. Euh, Moi, j'ai 2 garçons. J'en ai un qui est fan de sport co et j'en ai un qui est fan de sport individuel. Et en fait, vivre en réseau, c'est vivre dans une équipe quelque part. Donc, et ces aptitudes à vivre en réseau, à échanger, à faire preuve de transparence, transmettre ses informations, euh, contribuer à la vie du réseau et pas uniquement consommer, être un consommateur du réseau, c'est extrêmement important. Donc ces qualités-là, elles doivent faire l'objet de la sélection en fait. Les candidats doivent passer au filtre. Il y a d'excellents entrepreneurs solo que j'ai vu rentrer dans des réseaux et évidemment que ça se passe mal. Parce qu'il y a qu'en l'ego fait, qui reprend bien sûr, dessus. bien sûr, parce que en fait, faire des compromis, c'est accepter que je peux avoir une super idée en local, mais qu'elle va pas pouvoir se mettre en œuvre parce qu'elle n'a qu'une valeur locale. Elle n'a pas une valeur, elle peut pas s'inscrire dans la stratégie de l'enseigne, elle ne peut pas bénéficier à l'intégralité du réseau, donc il faut la mettre de côté. Et voilà, alors que quand je suis entrepreneur solo, je fais ce que je veux. Là, il y a 2 éléments qui vont filtrer mon métier d'entrepreneur, c'est évidemment la marque, mais c'est aussi l'intérêt général du réseau. Quand il y a des jeunes franchisés qui arrivent, une vague de jeunes franchisés, quand il y a des franchisés en difficulté, ou quand on a une capacité d'investissement très faible, on va devoir reporter des phases de R&D, des phases d'investissement fortes. Et moi, franchisé, je suis lié à ça. À l'inverse, il y a des phases où il est urgent de faire évoluer le concept, de faire évoluer le savoir-faire. Et là, tout le collectif doit s'imposer ça parce que c'est l'intérêt de la marque, c'est l'intérêt du réseau, c'est l'intérêt de la majorité des franchisés. Pour refaire des magasins. Exactement. Remodeling, investissement, voilà, dans l'IA actuellement, voilà. Et ces mécanismes en fait collectifs, ils sont extrêmement importants. Je vois par exemple dans des réseaux, il y a des fonds privés qui se mettent en place pour aider des franchisés en difficulté, pour investir aux côtés des nouveaux franchisés qui rentrent dans le réseau. Ça, c'est des mécanismes d'intérêt général, d'intelligence collective, qui supposent qu'on ait envie de travailler ensemble, en fait. Voilà. Donc, j'ai rien contre le sport individuel, hein, j'adore, j'en ai pratiqué aussi. Mais je pense que dans un réseau, les franchisés doivent avoir, dès le départ, dans leurs aptitudes, dans leurs envies, cette volonté de travailler dans une communauté, de travailler dans un collectif. Alors Sylvain, tu parles d'ego. Dans une des sources de conflit, il y a bien sûr l'ego et tu parles du syndrome is no good. Tu peux nous parler du syndrome is no good dans un réseau de franchise? Oui, alors ça arrive. On en parlait tout à l'heure avec certains franchisés qui ont pris un peu de force, on va dire ça comme ça, et qui ont la conviction qu'ils seront meilleurs que le franchiseur. Et donc, on le voit dans les réseaux, hein. Il y a plein de secteurs d'activité qui voient plusieurs enseignes qui sont l'émanation d'une première enseigne, par exemple. Donc, ce syndrome, en fait, où je veux être franchiseur à la place du franchiseur, il arrive dans les réseaux. Il est difficile à gérer parce que souvent, quand ça arrive la première fois, parce qu'en fait, les franchiseurs s'y attendent pas. Ils s'attendent pas qu'à un moment donné, des personnes qu'ils ont souvent aidées avec beaucoup de conviction, beaucoup d'empathie, beaucoup d'accompagnement à devenir patron et à réussir leur aventure entrepreneuriale, se retournent
je peux reprendre un peu leurs mots, quelque part contre eux. Ils prennent ça pour une trahison, quoi. Ils prennent ça pour une trahison. Donc des fois, il y a un peu de frustration, un peu d'ingratitude des fois dans la vie des réseaux, mais ça fait partie de la vie des réseaux. Donc ces sujets-là, il faut les anticiper. Ça nous rappelle que le suivi, quelque part, de l'état d'esprit dans lequel sont les franchisés est extrêmement important. Et puis, il faut savoir faire sortir, stopper une relation avec un franchisé quand c'est nécessaire parce qu'elle est contraire à l'intérêt du réseau. Et ça nous rappelle à l'importance parfois surdimensionnée qu'un franchisé peut avoir. Si demain il pèse 30% du chiffre d'affaires d'un jeune réseau et qui dit je m'en vais, ou venez avec moi, le ciel, l'herbe sera plus verte, euh, ça pose des vrais problèmes en fait. Quels sont les secteurs les plus dynamiques aujourd'hui dans l'univers de la franchise? Alors il y a des secteurs, c'est porté par les mouvements de consommation évidemment, hein. Donc tout ce qui est lié aujourd'hui au bien-être, fitness, c'est des secteurs qui ont été considérablement portés en termes de développement parce qu'en sortie de Covid et puis avec les jeunes générations qui sont très, sensibles, Instagram et cetera, donc au corps et à l'esthétique, tous ces secteurs d'activité se sont très fortement développés. Donc ça, c'est un segment de marché qui a, très fortement, fonctionné en franchise ces derniers temps. Il y a un autre secteur qui est tout ce qui est lié aux services et à la silver economy. Parce que, mine de rien, la France fabrique plein de nouveaux clients qui sont des seniors chaque année. Voilà, des retraités, des plus de 70 ans et donc vivre à domicile, quand on est, en grand âge, c'est un vrai défi et donc on voit se développer, des métiers, voilà, comme le portage de repas à domicile, la livraison de courses et de repas. J'avais travaillé il y a quelques années pour un réseau que j'ai adoré avec un fondateur visionnaire sur l'optique à domicile. Donc voilà, ça c'est des secteurs qui sont portés en fait structurellement par les mouvements de consommation. Après, dans la franchise, il y a le poumon de la franchise qui est la restauration. Mine de rien, il y a un nombre d'enseignes très très important qui s'est très fortement développé ces 15 dernières années et qui arrive dans une phase d'intensité concurrentielle très forte. Donc aujourd'hui, les jeunes réseaux doivent faire beaucoup plus d'efforts pour pouvoir percer sur ce marché-là qu'il y a quelques années. Pour conclure, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se dit: «Allez, j'ai envie d'être entrepreneur, je rêve d'être entrepreneur», comme l'exemple que tu prenais tout à l'heure, «J'ai eu un burn-out, j'ai un accident professionnel, j'ai envie de me lancer, dans une franchise». Quel conseil tu peux donner à cet entrepreneur en devenir? Alors petit 1, de pas faire comme font les candidats aujourd'hui, qui en moyenne vont voir 2 à 3 concepts de franchise avant de s'engager. Il y a plus de 2000 réseaux, hein, comme tu l'as dit. Donc, il y a pléthore de secteurs d'activité, de concepts. Et donc, au moment où on commence cette phase d'introspection, c'est vraiment important d'élargir. Parce qu'en fait, on va entendre des discours de franchiseurs différents et ça va nous permettre de comparer. Et il faut pas aller vers un secteur d'activité qui nous plaît particulièrement, mais il faut aller aussi plus loin parce qu'il y a des secteurs qu'on soupçonne pas, le bâtiment, les énergies renouvelables, l'amélioration de l'habitat, le courtage, il y a plein de secteurs en fait, la franchise, c'est pléthore de secteurs d'activité, pléthore de métiers. Donc par rapport à mon investissement possible au départ, mon apport personnel, je vais pouvoir, par, logique regarder, toutes les enseignes sur lesquelles je serai techniquement éligible. Et là, il faut aller voir, il ne faut pas hésiter, il y a une phase de réflexion. Deuxième point important, heu, il faut juger les franchiseurs par rapport à leur professionnalisme dans l'exercice du métier de franchiseur. Il y a un document clé qui s'appelle le DIP, qui est, lié à la loi Doubin, qui impose en fait une phase précontractuelle. Je suis, abasourdi par l'écart de qualité des DIP entre les différents franchiseurs. Donc quand j'ai 4, 5, 7 DIP face à moi, je vois la conscience quelque part, le souci apporté par le franchiseur sur ce sujet clé qui a structuré le marché, qui est l'information précontractuelle. Est-ce que je considère ça comme un acte administratif, pur et simple? Ou est-ce que, de l'autre côté, j'ai mis du temps
de l'énergie et j'ai fait quelque chose qui permette vraiment au candidat de comprendre le concept, de comprendre dans quel environnement il va évoluer demain. Donc ça, c'est vraiment important. Et derrière, c'est de prendre le temps. Tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Hein. Tant que le contrat n'est pas signé, personne n'a pris d'engagement ferme et définitif. Donc la phase de réflexion, qui est dans la loi Dubin au minimum de 20 jours, elle est au minimum de 20 jours. Donc on prend le temps, parce qu'en fait, on fait un aller simple. L'entrepreneuriat, là, c'est une rupture très forte. Vous montez dans un bateau, qui est un bateau très sympa, très révélateur, mais avec une intensité émotionnelle très forte, où il y a des réussites formidables. Moi, je me souviens d'anciens livreurs qui sont devenus des multifranchisés. C'est formidable de voir des jeunes qui n'ont pas réussi dans leurs études, qui n'étaient pas faits pour l'école, mais qui sont hyper intelligents en fait, qui étaient un peu perdus quelque part et qui, grâce en fait à un franchiseur et grâce à des commerçants et des franchisés, ont eu l'opportunité d'ouvrir un premier établissement et qui sont aujourd'hui multifranchisés à la tête de plusieurs sites. Donc ça, c'est formidable, mais ça demande, quand on est cadre, quand on est manager, quand on est salarié en fait d'un groupe, de prendre le temps. Et il y a un moment où vous allez vous dire, c'est le bon. J'étais hier, je suis en audit dans un réseau, dans le self-stockage, secteur d'activité que on se dit pas, tiens, il y a des franchises de self-stockage où je connais peu de candidats qui vont se réveiller un matin en disant, je vais faire du self-stockage. Et je discutais avec cet adhérent et je lui disais, mais pourquoi en fait tu as rejoint ce réseau? Et il me dit, quand on a discuté avec le franchiseur et quand il m'a mis devant ses containers et que je me suis rendu compte que j'ai passé 2 heures avec quelqu'un qui m'a parlé de containers et que là j'étais transporté, littéralement, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et il y a un moment où vous allez avoir un coup de cœur, en fait. Alors, ce coup de cœur, il faut s'en méfier, parce qu'il faut regarder au filtre des documents, de la rigueur, de la qualité du contrat. Oui. Les contrats de franchise font 20 à 80 pages. Il y a des contrats très déséquilibrés et des contrats très équilibrés. Donc, il faut regarder tout ça. Mais il y a une logique de feeling, ce qu'on appelle l'intuitu personnel. Il y a un moment où vous allez vous dire, c'est là que je veux aller. C'est cette aventure que j'ai envie de rejoindre. Et pour avoir ce coup de cœur, ça suppose d'élargir au départ le champ des possibles, d'aller voir plusieurs enseignes, d'échanger avec plein de franchiseurs et plein de têtes de réseau. Un grand merci pour ces conseils précieux pour ceux qui veulent réaliser ce rêve. Une dernière question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire particulièrement de leadership, d'écologie personnelle? Alors, je dirais, surtout dans l'actualité, un chef ne conteste pas son époque, il l'épouse. Un chef ne conteste pas son époque, il l'épouse. C'est sur ces très beaux mots qu'on va terminer. Aider les salariés à réaliser leur rêve d'entrepreneuriat, c'est tout l'objectif de ton bouquin, Sylvain Bartholomeu, l'art de manager un réseau de franchises, stratégie et secrets de réussite. Un immense merci, Sylvain, d'avoir Merci partagé ton expertise avec nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous de votre fidélité.